En gros, tout ce qui vient du ciel, il faut protéger la population, parce qu'on pense souvent aux bombardements ennemis, c'est-à-dire les avions ennemis qui vont larguer des bombes, mais il y a aussi tout ce qui va être la DCA, c'est-à-dire c'est sur Terre, on tire des obus pour attaquer les attaquants. Et du coup, ça retombe. Donc ce qui a causé beaucoup de dégâts aussi pendant la guerre, et ce à quoi on ne pense pas forcément, ce sont justement ces obus de DCA qui étaient tirés pour protéger, mais qui au final, en retombant, faisaient beaucoup de dégâts et beaucoup de blessés. Donc la défense passive, c'est tout ça. Alors c'est un ensemble, ça a commencé typiquement en 1936 par une première loi, mais qui n'a pas eu beaucoup d'effets, et puis ça s'est amplifié en 1938 là, avec des lois et des décrets qui ont eu cette fois-ci plus d'effets et plus de conséquences concrètes. Donc c'est un ensemble, si vous voulez, de personnels qui sont engagés ou volontaires, ce sont aussi des moyens matériels, ce sont aussi, c'est aussi du bâti, donc ça je vous en parlerai en dernier, donc avec les abris anti-aériens que j'ai beaucoup étudiés. Et puis donc c'était aussi beaucoup d'informations. Alors de l'information écrite, donc des brochures dans les journaux, etc. Donc il y avait des brochures nationales qui étaient préparées, imprimées, distribuées par le ministère de la Guerre. Et il y avait aussi d'autres brochures qui cette fois-ci étaient plutôt, on va dire, locales, donc plutôt faites par les préfectures. Donc ça par exemple c'est une brochure nationale, c'est-à-dire que partout en France on avait la même. Alors quand je lève la main, ne vous inquiétez pas, c'est pour changer de photo. Voilà. Ok, donc il y avait, ça c'était pareil, c'était une affiche nationale. Donc vous voyez, ça va regrouper un petit peu toutes les choses à mettre en place de façon préventive pour la défense passive. Donc il y avait tout ce qu'on fait avant l'alerte, pendant l'alerte, après l'alerte. Et on n'avait pas le droit à l'erreur parce que non seulement c'était sanctionné par la loi, mais en plus ça pouvait aussi être sanctionné, on pouvait mourir bien sûr si on n'allait pas s'abriter comme il le fallait au moment où il le fallait. Donc les mesures préventives, c'était assez évident, hein, camoufler les lumières pour ne pas être repéré. Si c'est la nuit et que les lumières sont allumées, forcément les avions ennemis voient les lumières et ça les aide pour savoir où larguer leurs bombes. Il y avait plein de choses comme ça. Quand on entendait le signal d'alerte, il fallait absolument se sauver tout de suite et puis aller s'abriter. Alors on a cette image d'Épinal quand même, du signal d'alerte qui retentit et de la personne qui part en courant et qui va se cacher. Mais c'était pas si simple, parce qu'il y avait deux situations très différentes. Soit on entend le signal d'alerte et on est chez soi, à ce moment-là, eh bien, on ne va pas se cacher tout de suite. D'abord, il faut quand même réfléchir un petit peu, c'est-à-dire qu'on prend son masque à gaz, parce qu'on ne peut pas se déplacer sans son masque à gaz, c'est interdit. On prévoit une couverture, on ne sait pas combien de temps va durer l'alerte, donc on ne sait pas combien de temps on va être à l'abri, ça peut durer des heures et on peut avoir froid. On prévoit quelques denrées aussi pour éviter de faire une crise d'hypoglycémie dans l'abri. C'était surtout pour les jeunes, il y avait des petits biscuits parce qu'ils craignaient qu'avec les restrictions alimentaires, les enfants fassent des petites crises de faiblesse comme ça, donc il y avait ces petits biscuits vitaminés pour les enfants. Et puis avant de partir, on coupe le gaz, bien sûr, puisque si l'immeuble, même vide, est touché par le gaz, est touché par une bombe et que le gaz n'est pas coupé et qu'il explose, les dommages seront bien sûr bien plus importants. On camoufle ces lumières, encore une fois, pour que l'immeuble ne soit pas une cible aisée pour les attaquants. Et puis là seulement, on peut partir s'abriter. Alors soit on a la chance qu'il y ait un abri aménagé dans les sous-sols de l'immeuble et on descend. Si ce n'est pas le cas, il faut sortir de l'immeuble, se diriger vers l'abri le plus proche. Et si l'alerte se produit alors qu'on est en extérieur, alors là c'est pareil, il faut se rendre vers l'abri le plus proche. En tous les cas, on est obligé d'aller s'abriter. Par exemple, ça peut arriver aussi si on est au volant. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, les alertes, ça paralysait toute la vie, pendant toute la durée de l'alerte. C'est-à-dire que s'abriter était une obligation. Si vous êtes au volant de votre voiture, vous devez vous arrêter, vous ranger sur le côté, sortir de votre véhicule et aller vous mettre à l'abri dans un abri. Si vous êtes contrevenant à ça, vous pouvez tout à fait être arrêté et aller au poste de police. Ça, c'était un exemple aussi de brochure. Donc vous voyez, celle-ci, par contre, elle est locale. Donc je sais que le commandant l'a montré avant, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Mais celle-ci, elle a été éditée non pas par le ministère de la Guerre, mais par la préfecture du Doubs. D'où le fait que, déjà, on voit quand même un plan de Besançon sur la couverture, et puis elle avait vraiment des informations spécialisées, c'est-à-dire qu'elle recensait les abris qui existaient comme elle était d'avant-guerre. Tous les abris n'étaient pas encore recensés, mais en tout cas, elle les montrait. Il y avait des plans de Besançon, il y avait des informations aussi sur les villages autour. Donc elle était assez complète, c'était pas uniquement de l'information théorique. Voilà, après les affiches nationales reprenaient beaucoup de thématiques, elles informaient vraiment sur
un peu tout, et sur tous les sujets. Donc il y avait notamment sur les bombes, il y avait plusieurs types de bombes, donc on expliquait aux gens quelles bombes pouvaient contenir des gaz toxiques, quelles bombes n'en contenaient pas, est-ce qu'elles étaient explosives, quelle taille elles faisaient, etc. Bon, j'ai envie de dire que de toute façon, si elles montent toutes dessus, on n'a pas vraiment le temps de l'identifier, mais quand même, voilà, on s'informait aussi là-dessus. Voilà, donc là c'est ce que je vous ai expliqué sur quand l'alerte retentit. Le signal d'alerte, bien sûr, c'est ce que vous entendez encore le mercredi à midi. Les sirènes, il y en avait donc en ville, ça se comptait sur les doigts d'une main. Vous en aviez quelques-unes donc sur les bâtiments communaux. Vous aviez aussi quelques industriels, notamment la brasserie Gangloff, qui avaient accepté d'en mettre sur leur bâtiment. Et puis il y avait des quartiers éloignés, notamment Velotte, les Chaprais, qui n'avaient pas de sirènes, ou qui en tout cas avaient des sirènes qui ne couvraient pas le quartier entier, comme Saint-Ferjeux également. Donc dans ces cas-là, on utilisait le tocsin. Et a priori, il y a quelques fois où ça a été les véhicules des pompiers qui circulaient et qui faisaient sonner le tocsin pour propager l'alerte dans ces quartiers-là qui étaient trop éloignés des sirènes pour les entendre, des sirènes municipales. Donc après, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, voilà, on prend son masque, on ferme les portes, on ferme les fenêtres, on coupe le gaz, etc. Et on va s'abriter. On va continuer. Mais il faut bien se rendre compte que ces affiches-là, vous les voyez partout à l'époque. Hein. Elles étaient placardées dans les rues, on vous remettait des prospectus, et puis vraiment, on informait vraiment la population. Le but, c'était vraiment de prévenir plus que de guérir. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est pour expliquer comment s'abriter et qu'est-ce qui vous abrite le mieux. Parce qu'au début de la guerre, il faut savoir que jusqu'au 10 mai 40, il y a eu peu d'alertes. Parce que c'était la drôle de guerre. Donc forcément, il n'y avait pas forcément beaucoup de danger. À partir du 10 mai 40, c'est-à-dire la date où les forces allemandes sont entrées en France et donc ont commencé à attaquer la France sur le sol français, pas uniquement de façon théorique, alors là, effectivement, il y a eu beaucoup plus d'alertes tous les jours. Donc ça pouvait être un nombre d'alertes par semaine, mais il y a des périodes où c'était plusieurs alertes par jour. Et ce que je vous ai expliqué sur les protocoles à respecter, il faut savoir que c'est le même protocole que l'alerte arrive à 10h du matin ou à 3h du matin. Donc dans ces périodes-là, vous êtes dérangé dans votre vie très souvent. Quand c'est la nuit, ça vous réveille. Comme je disais, vous ne savez jamais combien de temps ça va durer, puisque l'alerte sonne, vous vous abritez, et vous n'avez le droit de sortir de l'abri que lorsque retentit le signal de fin d'alerte. Et vous ne savez pas, encore une fois, si l'alerte va durer 15 minutes ou 4 heures. Alors, quand ça se reproduit souvent, que c'est la 5e alerte de la journée, et qu'en plus, entre guillemets, il ne se passe jamais rien, puisque Besançon n'a été bombardé qu'une seule fois, c'est vrai que la population pouvait avoir tendance, au bout d'un moment, à ne plus aller se réfugier. C'était « Ah, l'alerte retentit !» Oui, c'est comme la dernière fois, il ne va rien se passer. Donc on essayait quand même vraiment d'expliquer aux gens les risques qu'ils prenaient et leur dire que même s'il n'y avait pas des avions ennemis qui survolaient, il y avait notamment ceux dont je vous parlais, les tirs de DCA, dont vous parlent ces petites images, pour vous dire que si vous restez dehors et qu'il y a un bombardement, ou même ne serait-ce qu'un tir de DCA, vous pouvez être touché par les éclats d'obus et que vous n'êtes pas bien protégé, à part dans les dernières configurations qui sont d'être dans une tranchée ou même dans la dernière, un abri bétonné. J'essaye de faire vite pour ne pas dépasser le temps. Oui, il faut faire plus vite. Regarde, désolé. Alors, je vais faire plus vite. Donc, voilà, il y avait aussi des affiches pour expliquer. Alors, les masques à gaz étaient bien sûr distribués à la population par le gouvernement, par les municipalités. Donc, tout le monde avait son masque à gaz et c'était obligatoire de circuler avec. Donc, bien sûr, on donnait aussi des brochures pour expliquer comment le mettre, parce que c'est bien beau d'avoir un masque, mais si on ne l'enfile pas correctement, il ne sera pas efficace. Quelle horreur. Ça va s'accélérer à la fin, ne vous inquiétez pas. Voilà, alors ça c'est une photographie qui est vraiment intéressante, qui est aux archives municipales à Besançon. Donc c'est deux bisontines. Il y en a une des deux qui est la femme de James Hertig, si je ne me trompe pas de nom. Et donc elles ont tous les attributs de la défense passive. Alors elles ont les masques à gaz, ça c'était obligatoire. Donc rendez-vous encore une fois bien compte qu'à l'époque, que vous alliez à l'école, que vous alliez faire vos courses ou quoi que ce soit, tout le monde avait son... Donc, l'étui que vous voyez, l'étui métallique, c'est le conteneur, en fait le contenant du masque, le masque est à l'intérieur. Donc tout le monde avait son masque à gaz en bandoulière comme ça. Et puis elles ont ce qui est intéressant, donc les casques, ça s'appelle des casques Adrian, c'était des casques de défense passive, civile. Donc là, elles sont habillées aussi comme quelqu'un de défense passive. On sait que le mari qui prend la photo était dans la défense passive, donc ça doit aussi probablement être ses affaires à lui. Allez, on se dépêche. Alors, c'était donc très très bien organisé pour pouvoir bien défendre la population et la protéger. Donc on avait évidemment recensé beaucoup de choses, que ce soit le matériel, mais aussi les personnes. Et puis chaque secteur de la ville était divisé en îlots. Donc là, vous voyez par exemple, c'est un plan qui présente les îlots, donc avec ceux de la Grande Rue, la rue des Granges, la rue Proudhon.
Donc ça vous prend en fait, si vous voulez, ce qui était divisé par îlot. Ensuite, on comptait la population à l'intérieur et on savait que dans tel îlot, il y avait tel nombre d'habitants. Donc il fallait X nombre de places dans des abris à proximité pour que, bien sûr, tous les habitants d'un îlot puissent être protégés. Donc toutes les villes, les villages étaient cartographiés ainsi. Et puis on disséminait ça entre donc, les engagés et les volontaires de la défense passive, puisqu'il y avait des chefs de secteur, des chefs d'abri, mais aussi des chefs d'îlot. Donc quand en fait, vous habitiez quelque part, vous saviez qui était votre chef d'abri, à quel abri vous deviez aller, qui était votre chef d'îlot, et bien sûr, vous deviez vous référer aux indications données par ces personnes. Voilà, donc ça c'est encore une affiche d'époque pour vous dire que c'est important d'aller s'abriter dans les abris, mais on va passer pour accélérer. Ah, ah. Oui, ça aussi, c'est les consignes dans les abris, donc c'est évident, hein, ne pas fumer, rester calme, ne pas sortir tant que la fin d'alerte n'a pas sonné, etc. Ça, c'est intéressant, c'est un plan puisqu'il y avait plusieurs types d'abris. Donc il y avait des abris, on appelait ça des abris étanches. Moi, j'en ai pas trouvé à Besançon, j'en ai étudié à Paris, mais ici, j'en ai pas trouvé. Donc ça, c'était des abris qui étaient vraiment spécifiques pour les attaques avec du gaz, où vraiment, il n'y avait pas d'air qui rentrait, il y avait un système de filtration, une salle des machines, etc. J'en ai pas trouvé à Besançon. Il y avait ce qu'on appelait des tranchées abris, donc avec ce tracé typique en zigzag. Je ne vais pas m'étendre puisque je vais vous montrer une toute petite vidéo à la fin qui va vous expliquer ça, donc on va essayer de gagner du temps. Et donc ça, il y avait deux types, il y avait celle qui était permanente en béton et donc beaucoup plus solide, et celle qui était dite de circonstance, donc faite en bois et enterrée sous terre, où là, ça coûtait moins cher, c'était moins solide, mais c'était quand même efficace. Voilà, on va avancer. Donc les tranchées en béton, forcément, elles n'ont pas été détruites après-guerre, elles ont été murées à Besançon. Pour l'instant, j'en ai retrouvé qu'une seule, dont je vous parlerai à la fin. Celles en bois, après-guerre, elles ont été comblées et on a récupéré le bois qui était précieux dans cette époque de reconstruction. Donc on ne les retrouve plus. Mais des fois, on arrive à retrouver des traces. Donc moi, j'ai des emplacements, etc. J'étudie beaucoup de documents. Notamment, ça c'est une photo aérienne de 1945, où on voit très très bien l'énorme tranchée abri, je vais vous la montrer quand même, qui se situait au niveau du lycée Julag. Donc là, vous reconnaissez bien le lycée Julag avec l'ancien observatoire en haut. Et là, vous avez le tracé, vous voyez le tracé crénelé comme ça allait comme ça, elle était immense celle-ci. Malheureusement, elle a été détruite, surtout qu'il y a eu des travaux, puisque maintenant il y a des bâtiments à cet endroit. Voilà, alors ça, bon, j'ai pas le temps. C'était un projet d'abri anti-aérien qui devait se faire donc, sous la statue Place Flore. Vous reconnaissez le socle, qui celui-ci également n'existe plus, mais qui était donc assez étudié. Vous voyez, où il y avait 4 entrées, on pouvait descendre, il y avait des escaliers, des toilettes, il y avait beaucoup de choses aménagées à l'intérieur, donc c'est un abri qui était fait pour s'abriter longtemps. A priori, alors j'ai pas d'informations, mais a priori, il n'a jamais été réalisé, puisque même en discutant avec des personnes qui habitaient dans le quartier à l'époque, personne ne m'a dit être allé s'abriter là-bas. Alors ça, c'était aussi pour vous montrer, dans les choses qu'on retrouvait dans tous les abris, puisque chaque abri était différent, ce sont les sorties de secours. C'est-à-dire que si c'est bombardé, que vous êtes dans l'abri, que vous êtes coincé, que l'entrée normale est coincée, il y avait toujours des sorties de secours qui étaient prévues pour que vous puissiez quand même partir. Notamment lors du bombardement de la gare Giotte, c'est arrivé. Il y a des gens qui ont dû être exfiltrés par des sorties de secours par les pompiers. Donc là, vous la voyez sur le plan, vous voyez l'abri, et là, la sortie de secours qui est indiquée. En général, c'était fait dans les anciens soupiraux. Alors, on va passer à les photos suivantes. C'est juste quelques petites sorties de secours. Donc ça, c'est une sortie de secours qui est sous l'ancien hôtel de ville. Donc c'est, vous voyez, le soupirail qui donne rue du Palais de Justice, mais à l'intérieur, on a une échelle pour monter et pour se sauver par là. Allez, je vous rassure, on a presque fini. Ça, c'était voilà, une ancienne sortie de secours murée, donc c'est pour ça que la photo est mal cadrée, parce que j'ai enfilé ma main dans un trou. Donc ça, c'est sous l'ancien arsenal, en face de l'hôpital Saint-Jacques. Donc on voit vraiment l'ancienne sortie de secours en béton. Voilà. Alors, les types d'abris, donc comme je vous disais, il y avait les tranchées, il y avait aussi ce qu'on appelait les caves-abris, donc c'était des caves qui étaient aménagées. Donc dans le cas du lycée Victor Hugo, du collège Victor Hugo, mais qui était un lycée à l'époque, excusez-moi. Donc c'était simplement les sous-sols qui étaient utilisés avec des panneaux qui assignaient chaque emplacement à chaque classe. Je ne vais pas m'étendre non plus parce que le temps court, mais là, comme le bâtiment était assez solide, avait été estimé être assez solide par les architectes, il n'y a pas eu besoin d'étayer et de construire.
Par contre, il y a d'autres adresses où effectivement on a dû renforcer les bâtiments parce qu'on estimait que ce qui se trouvait au-dessus du sous-sol n'était pas assez solide. Donc ça, c'est par exemple un abri étayé qui se trouve sous l'ancien hôtel de ville, qui est parfaitement conservé et qui a été, donc vous voyez, étayé en bois pour le rendre plus solide, plus résistant au souffle des explosions et aux impacts. Et donc, pour la petite info, tous les abris en bois qui ont été réalisés à cette époque-là, alors, ils étaient faits, c'était du bois de chahut, c'est de l'épicéa, du bois de chahut, hein, on allait chercher au plus proche, c'est logique. Donc ça, c'est un autre abri que j'ai pu voir, qui était rue de la Préfecture. Voilà, donc souvent, ils ont été, comme je vous disais, ils ont été démobilisés eux aussi après-guerre, donc on a récupéré le bois pour reconstruire, mais il y en a quelques-uns qui ont été oubliés, qu'on arrive à retrouver, mais c'est un travail de fourmi, parce que souvent, sur place, moi, quand j'arrive, il n'y a plus rien. Et quelquefois, voilà, on a des bonnes surprises comme ça, où on a encore tous les témoins, on a encore une petite partie des bancs en bois au sol. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y avait aussi les abris de surface, parce qu'il faut savoir qu'il y avait donc les abris communaux, municipaux, faits par la ville. Il y avait les abris particuliers. On pouvait, si on avait une maison, faire un abri dans son jardin, ou si on était industriel, faire un abri dans son entreprise. Il y avait les abris faits par l'armée, les abris faits par l'armée donc occupante ou l'armée, etc. Et il y avait aussi les abris de surface. Donc ça, c'est un abri de surface qui est rue Rézal, qui a été fait par la SNCF. Donc ça, par exemple, c'était que pour les personnels cheminots. Voilà, alors je n'y suis pas encore allée, c'est un cheminot qui m'a envoyé une toute petite vidéo qui doit durer 2 secondes de l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez, c'est un petit espace, mais je n'ai pas encore étudié beaucoup ces types d'abris. Je suis plus sur les abris. Voilà, on va continuer. Mais c'était vraiment varié. Donc là, je ne vais pas m'étendre vu qu'on en a déjà parlé, mais Besançon n'a été bombardé que le 16 juillet 1943. Mais effectivement, on pourrait faire largement une conférence juste sur ce sujet, donc on va avancer. Pour pratiquement conclure, je vous propose une vidéo qui dure même pas 2 minutes. Allez, on va remonter un peu dans le temps ce soir. Dans notre choix de la rédaction, nous vous emmenons dans un lieu unique, héritage de la Seconde Guerre mondiale, à Besançon. Vous allez voir comment une historienne passionnée a retrouvé la trace d'un ancien bunker, un abri anti-aérien sous la terre, découverte étonnante, signée Emmanuel Dehaye, Éric Debief et Rémi Bollard. L'endroit est secret, l'entrée bien cachée, mais pas de quoi l'arrêter. Cette historienne passionnée est prête à plonger dans le noir et dans l'histoire, à s'enfoncer sous terre pour remonter le temps, plus de 80 ans en arrière, à Besançon, dans cet étonnant abri anti-aérien de la dernière guerre. On venait s'y abriter en cas d'alerte, donc ça pouvait être plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. On pouvait y rester quelques minutes, quelques heures, et puis voilà, on était tous amassés là sur les bancs à attendre nerveusement. Il y avait les bébés qui pleuraient, les gens qui discutaient, qui essayaient un petit peu de casser la monotonie pour que l'attente se passe un petit peu mieux. On pouvait abriter plus de 100 personnes ici. Des souterrains comme celui-ci, elle en a déjà exploré des dizaines. Elle a même redécouvert plusieurs bunkers en région parisienne. Mais quand elle s'est faufilée ici pour la première fois, elle n'en a pas cru ses yeux. C'est vrai que là, il y a tous les bancs, c'est exceptionnel. J'en ai jamais vu un où les bancs sont toujours là, au complet, nombreux. Ils sont en plus numérotés. Par exemple, on a le 33, le 32, le 31. Vous voyez ici, le 31, entre les alertes. Les bancs étaient relevés pour qu'on puisse circuler aisément dans l'abri. Et c'est seulement pendant les alertes qu'ils étaient baissés pour qu'on puisse bien sûr s'asseoir et attendre. Cette tranchée en béton armé de près de 100 mètres de long aurait été construite dès 1939 avec tout le confort possible. Ça, c'était les latrines, donc c'était pour les petits besoins pressants pendant les alertes. Donc il reste encore le bord en bois de la porte, à l'intérieur quelques planches qui constituaient la porte, et on voit d'ailleurs à l'intérieur le loquet, puisque bien sûr c'était des toilettes, donc on s'enfermait de l'intérieur. Elle connaissait son existence, elle a retrouvé les plans aux archives municipales et mené l'enquête pendant plusieurs semaines pour le localiser précisément. Donc nous on est rentré par ici, on s'est aventuré dans tous ces zigzags qui servaient donc à protéger des souffles de l'explosion. On a vu les premières latrines qui se trouvent ici, avec l'aération qui est juste en face qu'on a pu voir. On a continué de progresser, et puis ensuite on se trouve dans cet angle-là. Malheureusement, impossible d'aller plus loin. Voilà, et là c'est muré, là c'est le mystère. Vous êtes un peu frustré, vous auriez aimé aller plus loin? Absolument, surtout que comme il y a le bureau du chef d'abri derrière, c'est un endroit en général qui est vraiment intéressant. On peut retrouver des fois des documents ou des affiches au mur, donc oui, mais je n'ai pas la force de casser les parpaings.
Dissimulé sous le parc des Glacis, l'abri a été en grande partie détruit par les bombes alliées tombées sur la Garviote en 1943. On se souvient de l'épisode tragique qui a fait 51 morts et 134 blessés, mais on a perdu la mémoire de tous les refuges du quartier. Ça, c'est une photo aérienne de la Garviote en 1945. Donc on voit la trace de la tranchée qui était rue Bruant. Un patrimoine négligé qui raconte pourtant le quotidien des Français sous l'occupation. Moi, je trouve ça fascinant. Ça raconte vraiment des histoires très intéressantes, des tranches de vie. Ça permet de mieux connaître des époques, de mieux connaître les personnes et puis d'avoir des histoires insolites. Et c'est vrai que c'est oublié. Donc moi, j'aime bien faire revivre ce qui est oublié et le partager. Ces lieux, elle aimerait un jour les ouvrir au public. Elle propose à la ville d'organiser elle-même ses visites guidées pour faire revivre, comme elle dit, ce passé trop vite enterré. Allez, on va remonter un peu dans le... Voilà, et je laisse la place. Et juste si vous voulez en savoir plus sur le quotidien pendant l'occupation de Besançon, je vous conseille mon ouvrage. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bien. Alors, il est presque -10. Il nous reste 30